chanteront le temps des cerises, les guerres signal et merle, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du mardi 22 juin 2020, 23 juin 2020, pardon, qui va être consacrée pour sa partie artistique à une rediff sur Seija Stojka. C'est une artiste rome dont nous avions, enfin qui nous a un peu bouleversé, il faut le dire tout de suite. C'était à Maison Rouge, voilà, qui a aujourd'hui hélas fermé ses portes. On a découvert une artiste extraordinaire, une artiste autodidacte, hein, c'est pas une professionnelle de l'art qui peignait dans sa cuisine, mais des choses absolument éblouissantes, bouleversantes. Surtout ses dessins qui sont bouleversants parce qu'il précise un peu le sujet de ses peintures. Voilà. C'est oui. Quelqu'un qui a passé sa vie, enfin pas sa vie, mais une partie de sa vie justement, enfant, dans un camp d'extermination nazi. Plusieurs, elle a été, je crois, déportée dans plusieurs camps. Ouais, deux ou trois camps. Ouais. Et voilà, et où pour se nourrir, on bouffait des cadavres, tout simplement. Ça existait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On pense que tout ça c'est des histoires, bon, bref. Non, c'est de l'histoire, voilà, l'histoire des minorités, qui sont soumises à une répression féroce, mais pas seulement des nazis, de toutes les États, qu'ils soient nazis ou pas. Il y a des minorités qui en prennent plein la gueule, comme les Roms, et comme en Europe de l'Est avant la guerre. Étaient les Européens de confession juive. Voilà, ils ont été mis au même niveau, au même régime par les nazis. Enfin, on peut préciser que Seija Stojka, moi je pense que c'est l'exposition qui a été la plus marquante pour nous en 2018. Quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Et on remercie évidemment comment dirais-je, celui qui est responsable de ces expos. Ouais, Antoine de Galbert. Antoine de Galbert, c'est la première fois que l'œuvre de cette femme extraordinaire était montrée au public, et c'est lui qui a eu, je pense, pas le courage, mais qui a eu l'intelligence de la montrer. Voilà.
Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe Noir Désir. On va pas vous en faire une tartine sur le groupe Noir Désir, mais nous on aime toujours ce temps des cerises interprété de cette manière. Et nous allons essayer au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer avec une certaine virulence, enfin on l'espère, les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, donc salut à tous, contente de vous retrouver. Donc vous pouvez nous joindre toujours sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour, promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près, c'est bon. Comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la 8e merveille, sourire d'amour, sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te bourrer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près, ouais c'est bon. Comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère, tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse, et ça sacrilège s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Le sourire d'amour, interprété par Flo, une chanson qui nous émeut toujours autant. Oui, qui nous fait chialer carrément. Tout ça pour, en quelque sorte, présenter un presse-papier consacré au meurtre d'une fillette palestinienne de 4 ans qui a reçu une balle israélienne dans la tête il y a plusieurs jours à Aïssa-Alia, enfin bon, bref, j'ai beaucoup de mal, c'est I2SAWLYA, et qui est décédé bien entendu quelques jours après de ses blessures. Voilà. 4 ans.
une petite môme, une blondinette de 4 ans, car j'ai vu sa photo. On sait que les spadassins de l'État colonial et d'apartheid israélien tuent des hommes, des femmes, des jeunes gens, des enfants, avec une attention toute particulière pour les petits handicapés physiques ou mentaux, tous palestiniens, bien sûr. Et là, cette photo du visage d'une petite fille que Pierre S. a balancée sur le net. Il balance souvent des images assez trash de ce qui se passe en Palestine, ainsi qu'il le fait lorsque des atrocités de ce genre dénoncent la sauvagerie, l'inhumanité des envahisseurs de la terre de Palestine. Une terre qui leur a été donnée par un organisme international, l'ONU, comme refuge pour les Européens de confession juive persécutés, qui s'est transformé en peuple juif au fil du temps, très récemment par une loi constitutionnelle, légitimant ainsi leur présence sur cette terre volée. L'ONU, dont la vocation première, avant ce don, était de préserver la paix dans le monde pour ne pas que se reproduisent les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, favorise a posteriori ces exécutions d'êtres humains en Palestine. Car les occupants illégitimes de cette terre n'ont de cesse d'en accaparer toujours plus au détriment des Palestiniens, des présidents de ce pays avec le droit d'y être, d'y vivre, d'y mourir. Et pour arriver à leur fin, tous les moyens sont acceptables. Alors tuer une fillette de 4 ans, pour la première, pas la première, ni la dernière. Mais qui cela dérange? Je vous le demande. Par contre, essayons d'imaginer qu'un Palestinien tue de sang-froid une fillette israélienne de 4 ans. Une balle dans la tête, je précise. Toutes les télés, toutes les gazettes, les hommes politiques de tous bords, et j'en passe, feront un chambard de tous les diables de l'enfer pour dénoncer cette abomination. Avec raison. Mais il ne fait pas bon d'avoir 4 ans et d'être une fillette palestinienne. Vivante ou morte, la planète entière l'ignore. Comme elle ignore ces enfants handicapés tués aussi parce qu'ils sont palestiniens. Ces jeunes gens estropiés à vie par des tirs de sniper de l'armée israélienne autour de Gaza, qui visent les genoux. Ils sont des centaines, voire des milliers à claudiquer pour le reste de leur jour. Et le souvenir de cette jeune infirmière assassinée, Razan al-Najjar, par un tir de sniper israélien alors qu'elle portait secours à des blessés à Gaza. D'une balle qui ravage l'organisme qu'elle touche, rendant impossible une opération chirurgicale réparatrice. Et d'autres, tant d'autres, que je me dis, nos bobos d'aujourd'hui ne valent pas d'en faire des caisses. Quand on regarde un peu du côté où se trouve ce tout petit bled de la Palestine occupée, et de s'apercevoir enfin qu'il s'y passe, qu'il s'y vit et qu'il s'y meurt, des innocents dont le seul tort est d'exister, qui gênent l'occupation totale de leur pays, qui gênent l'occupation totale de leur petit pays, par des occupants assoiffés de rapines et de meurtres, d'adultes ou d'enfants, peu importe, il faut faire de la place pour la colonisation. Merci l'ONU. Puis un petit rajout à cette tristesse, la mort de Maurice Dreyfus. 92 printemps, une jeunesse. Un juge qui réchappait de Drancy après être passé par la rafle du Veldiv en 42, qu'un voisin de palier, un flic résistant entre 12 000 guillemets, avait dénoncé, a consacré sa vie à se castagner en écrivant sur les exactions de nos vaillantes forces de l'ordre. Il n'a jamais failli, sans aucun parti, mais avec un penchant certain pour l'ultra-gauche, en collaborant à diverses revues d'Issel et en éditant un opuscule « Mais que fait la police ?» où son verbe faisait du grabuge dans la mauvaise conscience des accros de la matraque et de la clé d'étranglement, de la justice et de ses injustices. Salut Momo,
Tu vas manquer à tous ceux qui sont les victimes désignées mais pas résignées. Nos sociétés merdiques et policières. Ouais, alors sur le site de l'UJFP, il y a l'hommage de ces enfants, justement à Maurice, que je mettrai en lien, hein, qui est très bref, mais qui est forcément très touchant. Et il y a le lien également sur que fait la police. Donc pendant effectivement de 1994 à 2014, il a tous les mois tenu une chronique sur ce qui se passe dans la police. Et donc on peut retrouver les archives de chaque chronique, quoi. Chaque chronique est en ligne, c'est intéressant, quoi. Alors Maurice Rachfus, il y a une première cérémonie qui a eu lieu dans l'intimité au cimetière de Cachan. Je crois qu'il y aura quelque chose de plus public au mois de juillet, quoi. Ah ouais, bon, j'espère qu'on pourra y aller. Ouais. Et ben, je vais vous raconter un petit truc, moi qui m'a beaucoup touché en tout cas, c'est que j'étais de passage dans la rédaction d'un périodique d'ultra-gauche. Et le rédacteur en chef de l'époque, que j'aimais beaucoup, qui était un jeune militant, il était aussi au syndicat des correcteurs, et des correcteurs de presse évidemment, et il m'a montré une page dactylographiée d'un article de Maurice Rachfus. C'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur de sa vie, et je trouvais que c'était très touchant, parce que dans cette rédaction il y avait des énormes ordinateurs, voilà, pour faire la mise en page, etc. Et là, il y avait cette petite feuille dactylographiée. Ça avait quelque chose quand même, voilà, une émotion qui est pas tout à fait traduisible avec des mots, mais bon, pour vous dire que voilà, ce personnage assez étonnant, assez courageux, même très très courageux, a toute sa vie écrit avec l'aide d'une machine à écrire, voilà. Ouais. En fait, je me suis trompée, son bulletin Que fait la police, c'était une revue trimestrielle, hein, c'était pas mensuel. Ouais. Et moi, je pense au dernier film de Daniel Kupferstein, Pas en mon nom, justement, où on le voit témoigner. Donc c'est un film qui est sorti il y a quelques mois. Donc merci à Daniel d'avoir pu le filmer à ce moment-là. Quoi, ça sera un des derniers témoignages probablement de son vivant, à rappeler que ce film de Daniel Kupferstein est un film incontournable sur ce témoignage de familles juives qui ont fait tout un travail sur pas en mon nom, c'est-à-dire que tous les crimes, comme tu dis, tous les crimes commis en Palestine, on les fait pas au nom des Juifs et de la Shoah. On pense plus loin et on va plus loin que tout ça, parce qu'effectivement c'est pas justifié, quoi. Tout à fait. Au contraire, après avoir subi ce génocide abominable là, qu'on baptise la Shoah, je pense que d'ailleurs, je pense pas tout seul à le penser, hein, mais d'ailleurs il y a en Israël, il y a des rescapés de la Shoah qui sont pas du tout pour ce qui s'y passe, qui sont contre les exactions des sionistes, hein, et qui vivent d'ailleurs d'une manière très précaire, parce qu'ils ne sont pas du tout aidés et aimés des sionistes. On vous a déjà expliqué pourquoi, parce que le fondateur de l'État d'Israël, Ben Gurion, les considérait comme de la poussière humaine. Voilà. Alors, à partir de là, mais bon, en tout cas, Maurice a réussi à s'en sortir par un miracle, oui, on peut qualifier ça de miracle. Il y a eu une embrouille au niveau de l'administration qui gérait les départs pour les camps de la mort à Drancy, et il a pu sortir de Drancy avec sa petite sœur, ou sa sœur aînée, je ne sais plus si sa petite sœur, et c'est les parents qui les ont encouragés à se sauver, alors qu'il y avait beaucoup de parents, et on peut le comprendre, qui voulaient absolument pas se séparer de leurs enfants. Et ceux-là, écoutez, ils ont fini de la manière tragique qu'on connaît. Ouais, c'est ça, il y avait une possibilité que les enfants de moins de 16 ans puissent partir, donc en fait, ils leur ont dit effectivement qu'il fallait absolument pas rester. Et voilà, comme ils disent, comme les enfants le disent, hein, dans cet hommage, c'était un flic voisin de palier qui ne faisait que son devoir de flic, bien entendu. Un résistant, hein, voilà. Comme dirait notre ministre de l'Intérieur, Castagnette. Et justement, en parlant de flics, moi, ça me fait arriver sur un presse-papier un peu qui va parler de plusieurs choses, mais déjà de penser déjà à cette infirmière Farida. Moi, j'ai pu voir cette petite vidéo, et
en fait, ça nous laisse complètement sur le cul quand on voit tous ces 5 CRS qui sont sur elle, qui la tirent par les cheveux, qui lui abîment la tête, enfin... 1m55. 1m55, voilà, qui est... Alors, dans le site de Là-bas si j'y suis, elle est interviewée par un des reporters et elle explique pendant une demi-heure ce qu'elle a en tête, sa vie. C'est quelqu'un qui est dans l'hôpital public depuis très très longtemps parce qu'elle a commencé comme aide-soignante. Après, elle a été infirmière. Maintenant, elle est responsable d'une équipe. Et donc, c'est au nom de tout ça qu'elle se bat parce qu'elle sait ce que c'est qu'effectivement soigner tout le monde, l'hôpital public qu'elle veut défendre. Et quand on lui dit qu'elle a lancé des pierres, elle dit qu'elle a lancé une pierre contre ces décisions de l'hôpital, bien sûr. Puis en plus, est-ce que ces CRS l'ont vraiment reçu? Quand on voit comment ils sont casqués, on peut pas. Voilà. Donc c'est bien que rapidement, il y a eu un énorme soutien pour elle parce que quand elle témoigne, elle raconte donc qu'elle a été trimballée donc dans le camion, elle est arrivée au commissariat et là elle dit qu'elle a été menottée assise sur une chaise métallique, elle a été menottée jusqu'à 1h du matin, donc elle est restée plusieurs heures menottée sur une chaise comme ça et elle dit mes mains c'est quand même mon outil de travail, c'est ces mains-là qui soignent quoi. Et là elle s'est retrouvée menottée après dans une prison comme on imagine les descriptions qu'on entend partout sur les conditions de garde à vue hein. Donc elle est vraiment touchante. Après voilà, elle défend son métier et c'est toute sa vie quoi. Mais en dehors du fait qu'elle soit une infirmière, donc quelqu'un de remarquable après tout ce qui s'est passé, après leur implication, parce qu'il y a beaucoup de gens des hôpitaux qui en sont morts, des soignants, mais on oublie tout ça et on pense à la petite bonne femme d'1m55 qui se fait tabasser par des esprits, sûrement les descendants héroïques des résistants de la guerre, hein, qui a entré dans les appartements parisiens au petit matin pour emmener les Parisiens de confession juive à Drancy, voilà, c'est les mêmes. Hein. C'est ça qui est épouvantable, parce que elle est infirmière, elle est dans un service public, au service des malades, des blessés, etc. Et voilà. Et sachant qu'elle raconte les conditions de travail pendant le Covid, c'est-à-dire elle a une sérologie positive, elle a donc attrapé la maladie, elle travaillait de 7h du matin jusqu'à 10h le soir, donc elle pensait que sa fièvre et sa fatigue étaient dues aux conditions de travail. En fait, elle a quand même attrapé le Covid, elle a continué de travailler. Enfin, c'est quand même, c'est des mesures, et c'est elle qui va passer en comparution le 25 septembre pour avoir attaqué les forces de l'ordre. Pour rébellion à l'ordre public, etc., etc. Ils sont pas, comment dirais-je, ils ont beaucoup d'imagination pour trouver des prétextes, pour mentir, etc., etc., etc. Espérons qu'elle tombe sur un juge qui soit pas trop... Oui, espérons que... Et c'est possible quand même. Oui, c'est possible, parce que il s'avère, enfin en tout cas d'après ce qu'on lit, qu'il y a de plus en plus de juges qui relaxent des prévenus dans des affaires comme ça, parce qu'ils commencent quand même à être un peu au courant des méthodes policières. Ouais. Alors une autre info que j'ai lue sur Basta, c'est qui concerne la fermeture d'usines médicales et des suppressions d'emplois, parce que on a un président qui voulait rendre la France son indépendance sanitaire, donc c'est des paroles qui sont bien belles. Derrière les actes sont nettement moins beaux, parce que là on parle justement, il y a 3 entreprises médico-pharmaceutiques qui sont amenées à être fermées, et que les députés de la République En Marche viennent également de refuser la création d'un pôle public du médicament. Alors que c'est vers ça qu'on doit tendre justement pour arriver à dépasser tous ces intérêts de labos les uns contre les autres et entendre tout et n'importe quoi à chaque fois sur ce qui marche pas. Et donc là, le laboratoire, c'est l'entreprise Péter Surgical qui est à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Donc il faut rappeler que pendant le Covid, là, il y a eu plus de 40 000 sondes de réanimation par jour qui ont été créées, qui ont été fabriquées 7 jours sur 7. 60 salariés de cette entreprise maintenant attendent avec angoisse leur notification de licenciement qui devrait parvenir d'ici la fin du mois de juin. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, effectivement, on ne va garder que les services administratifs et de recherche de développement. Et où va partir la production de sondes? Elle va partir en Inde. Donc voilà, comme tous les autres médicaments, c'est-à-dire qu'ici, en France, on n'est pas capable de fabriquer un cachet de Doliprane. On n'a aucune indépendance au niveau des médicaments. On avait vu qu'il y avait l'entreprise Luxfer aussi dans le Puy-de-Dôme, qui produisait des bouteilles d'oxygène et qui n'en a plus sorti depuis le printemps 2019. Ça avait été repris par un groupe de Britanniques et qui paraît
pareil, qui voulait délocaliser. Donc voilà, et Covid ou pas Covid, le monde d'après, et malheureusement ce retour à la normale dont on ne voulait pas, cette continuité terrible, quoi. Donc voilà pour les mauvaises nouvelles. Sinon, alors dans des choses un peu plus agréables, il y a eu pendant le Covid-19 donc la création des brigades de solidarité les brigades de solidarité populaire. C'est-à-dire que ce sont des gens partout dans le monde qui se sont rassemblés pour venir en aide aux plus démunis, donc qui ont créé des masques, qui ont fabriqué du gel, qui fabriquent des repas, qui fabriquent des colis alimentaires. Donc je crois qu'il y a 53 brigades qui existent et qui se retrouvent dans différents lieux et qui là donc sont sur le terrain. Et à Montreuil, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu leur travail, parce que 3 fois par semaine, dans un lieu qui s'appelle l'Aérie. Alors l'Aérie, c'est un local collectif qui est rue Étienne Marcel, qui regroupe plusieurs collectifs. Ça peut aller de la fanfare Taras Bulba au comité anti-REP, à des groupes féministes. Et donc ces brigades de solidarité populaire investissent ont les lieux pendant au moins 3 fois par semaine pour fabriquer des repas, donc ils récupèrent à Rungis ou ailleurs de la nourriture, et de 14h à 18h c'est fabrication ensemble ils sont 8 à éplucher des légumes, à faire des repas en fonction des colis qui arrivent, et après il y a aussi des livreurs qui vont distribuer, donc ça peut être dans des foyers, ça peut être chez des Roms qui sont le long du périphérique, enfin voilà, et donc ça fonctionne depuis le mois de mars, ça fonctionne à plein régime, et l'idée c'est de continuer et qu'il puisse y avoir des cantines aussi après sur le lieu même régulièrement pour fournir aux plus démunis. Et lors de ma visite dans ce local la semaine dernière, j'ai pu rencontrer Pauline qui venait avec 2 boîtes d'œufs, et en fait Pauline elle expliquait qu'elle avait passé son confinement en Lozère et elle avait des poules, et comme elle ne pouvait pas laisser les poules sur place, elle est rentrée sur Montreuil ou Bagnolet, je crois, elle habite Bagnolet, avec ses 4 poules. Bon, la copro a pas trop accepté les poules, donc elle a trouvé un jardin partagé à côté où il y a un grand espace où là les poules peuvent vaquer, manger. Donc elle avait des œufs qu'elle a amenés justement pour ses repas. Et elle racontait qu'elle est prise de passion pour ses poules, elle leur a donné des noms, enfin elle dit que quand elle va dans le jardin, les poules viennent à côté d'elle, enfin c'est vraiment touchant de l'entendre. Et elle allait à Beauvais, je crois, c'est cette semaine, justement, parce que malheureusement, les poules pondeuses, au bout de 18 mois, ça deviennent des poules de réforme, donc on n'en veut plus, parce qu'elles produisent plus assez, alors qu'elles peuvent pondre pendant 4 ans. Et donc, ils vendent, cet éleveur vendait les poules 1 euro pièce, alors que les abattoirs leur reprenaient 50 centimes. Donc, elle allait chercher quelques poules à Beauvais cette semaine pour les ramener. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même ça, c'est quand même des choses c'est un peu d'espoir. Et donc, dans ce local de l'Aérie, il y a un petit bout de jardin, il y a un compost, donc elle voulait voir si elle pouvait pas mettre quelques poules dans ce lieu-là, quoi. Ouais, voilà. Magnifique. Ça, et Pauline s'est proposée d'aller porter les repas. Elle a un vélo. Alors elle a un vélo. Elle me dit mais moi mon vélo peut porter 200 kilos. Donc il y a une pièce. Voilà, donc le soir elle est allée porter des repas. Et je me dis ça c'est quand même là on est c'est concret et ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Ça c'est la vraie solidarité. Et c'est ces brigades de solidarité populaire qui le 1er mai à Montreuil distribuaient donc des repas gratuitement. Alors bien sûr par exemple à l'Aérie il y a fabrication de banderoles. C'est des gens qui sont forcément gauche, et donc il y avait des banderoles le 1er mai, ce sont eux qui se sont fait mettre des amendes par les forces de l'ordre, et qui ont même les gens qui venaient chercher de la nourriture avaient eu des amendes. Alors je pense que depuis on a demandé aux députés à Corbière de supprimer, on a fait venir interpeller le maire de Montreuil aussi, donc je sais pas où ça en est, mais effectivement je pense que c'est le préfet qui avait envoyé les forces de l'ordre le 1er mai, quoi. Ouais, comme d'habitude, quoi. Non, on est passons pas, mais je veux dire, ça se passe de commentaires, voilà ce que je veux dire. Enfin, des miens en tout cas. Sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel et
quelques milliards de secondes. Tous les chemins que nous avons suivis, tous nos détours nous ont menés ici. Ici ensemble et maintenant, tout devient tellement plus évident. Tant de fois nous nous sommes perdus, tant de fois nous nous sommes cherchés, tant de fois nous avons cru que jamais, oh jamais nous pourrions y arriver. Soyons de ceux qui pensent encore qu'il y a bien une vie avant la mort. Si elle était là, juste dans nos yeux, ne demandant qu'à briller de mille feux, et quitte à nous brûler les ailes, si nous nous embrasions avec elle, si nous la laissions nous emporter, loin des vents mauvais. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. D'une seule chose, soyons coupables d'avoir osé, nous et nos semblables, ouvrir nos cœurs, nos corps et nos êtres à tous ces improbables peut-être, toutes ces choses inaccessibles pour qui ne croient pas en l'impossible. Si elles étaient là, juste sous nos pieds, si nous n'avions qu'à les ramasser, comme ceux-là qui ont écrit notre histoire, ces âmes rebelles en nos mémoires, au pied du mur qu'ils ont bâti, saurons-nous relever le défi? Saurons-nous enfin nous reconnaître? Saurons-nous enfin nous reconnecter? Sommes-nous sur la même longueur d'onde, positive et vagabonde? Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Avant qu'aujourd'hui ne s'achève, avant que demain ne nous enlève, profitons de ce voyage sans retour. Le ciel peut bien attendre encore un jour. Nos voix, nos rêves à l'unisson, nos sourires, nos larmes, nos frissons. Ici le temps ne nous est pas compté, en cet instant d'éternité. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Voilà, c'était HK et les Saltimbanques sur la même longueur d'onde.